À votre émission Intersection, ben, c'est un beau partenariat. Hein? Suffit de lancer une ligne et par la suite, ben, on voit qui peut répondre. Nous avons eu notre invité d'aujourd'hui, déjà une première fois au mois de janvier, un partenariat avec l'UMCS, le campus de Shippagan. Mireille Demers, bonjour. Bonjour. Mireille est professeure en psychologie et Mireille, ben, c'est un beau petit bel échange que vous nous proposez. C'est un peu la suite du premier sujet. Aujourd'hui, vous abordez le sujet, c'est une suite sur la santé psychologique en milieu de travail, l'importance des relations professionnelles de qualité. On le dit souvent pour les familles, pour la petite enfance, le temps de qualité, c'est quoi? Ben, on voit, j'imagine que vous allez nous amener des exemples de relations de qualité en milieu de travail. Tout à fait. Effectivement, pour rester en santé psychologique et en santé physique, c'est vraiment important de venir entretenir des relations professionnelles de qualité. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites là, dans le domaine. Entre autres, le psychiatre Robert Waldinger à l'Université d'Harvard, il a fait une étude longitudinale sur 75 ans. Puis, il a démontré, en fait, que les relations interpersonnelles négatives naissent au sentiment d'isolement et à la détérioration de la santé physique et psychologique. Donc, les gens pouvaient même décéder plus jeunes qui auraient pu l'être là, en prédiction de leurs conditions physiques comme telles. Là. Et alors que les relations interpersonnelles positives, ça veut dire les gens qui disposaient d'un soutien social de qualité, qui disposaient de proches ou d'amis sur lesquels ils pouvaient compter, c'était vraiment le facteur premier pour le maintien de la santé physique et psychologique. Donc, c'était pas le succès dans la vie ou dans la vie personnelle ou professionnelle, c'était pas d'être fameux, excusez-moi, là, populaire ou avoir beaucoup d'argent. En fait, ce qui ressortait de son étude, c'était que le succès et la santé, le bien-être, même le fait de vivre plus longtemps était dû à la qualité des relations interpersonnelles. Oui, on peut le deviner hein, avec les chiffres qui sortent dernièrement, qui nous parlent de l'accélération, de la détérioration de la qualité de vie des aînés, des gens en isolement. On voit que c'est relié directement. Et tout à fait. Puis, tu sais, certainement, quand on vit des moments difficiles, oui, certainement en temps de pandémie, mais même quand on vit des moments difficiles, à la maison ou au travail, on a des charges mentales qui s'accumulent. On a de la misère à dormir. On devient donc plus irritable, plus irritant. Puis, ça, ce que ça fait, on commence à avoir des conflits avec les gens qui nous entourent. Et un des sujets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est la pollution interpersonnelle. Oh, allez-y. Donc, c'est quoi ça? Ouais. Alors, la pollution interpersonnelle, c'est un concept que je voulais, en fait, englober plusieurs concepts. Alors, c'est quoi que ça nous dit, pollution interpersonnelle? C'est tout ce qui peut venir nuire à une relation interpersonnelle en milieu de travail. Donc, certainement, on parle de l'incivilité. Okay? Donc, l'incivilité, c'est quoi? Manque de politesse ou de respect, manque de savoir-vivre. Par exemple, les top 5, là, ça serait laisser les espaces communs sales ou en désordre, gêner la concentration des collègues en faisant du bruit, pas dire bonjour ou au revoir à un collègue, couper la parole ou accaparer la discussion, arriver en retard sans s'excuser. Donc ça, c'est tout de l'incivilité, des exemples d'incivilité. D'accord. Mais oui, alors la pollution interpersonnelle peut être juste un manque de politesse ou de respect, mais ça peut aller plus loin. Ça peut être, par exemple, de la tyrannie, donc quelqu'un qui est toujours en train de critiquer, impulsif, toujours de mauvaise humeur, c'est jamais assez. Ça peut être de l'abus de pouvoir, effectuer du contrôle démesuré, injustifié, critiquer de façon constante, imposer une gestion par la peur. Ça peut être de l'intimidation, du harcèlement, des comportements non éthiques, voler, tu sais, voler à différents... Tu sais, c'est sûr qu'on sait qu'on ne doit pas voler, mais tu sais, qu'on prend du matériel. Ah, c'est juste un crayon ou un petit calepin du bureau que j'apporte à la maison pour ma fille ou pour mon conjoint. C'est quand même à un bon niveau du vol aussi. Donc, en fait, pourquoi que ça m'a intéressé, la pollution interpersonnelle, c'est qu'on avait tous ces concepts-là qui s'interposaient et qui ont des conséquences néfastes sur les personnes. Quand on y pense, quand on vit de façon répétée un manque de politesse, de respect, quand on vient à se sentir brimé,
On vient avoir de l'autodévalorisation, de la confusion, une baisse d'estime de soi, on devient fatigué, perte d'appétit, problèmes digestifs, maux de tête, de la peur, de l'hypervigilance, ça peut mener à l'épuisement professionnel, la dépression, l'anxiété. Puis ça, c'est au niveau, disons, personnel et professionnel, mais tu sais, quand on regarde au niveau du travail, effectivement, avoir des comportements comme ça, d'incivilité, d'harcèlement, de tyrannie, d'abus de pouvoir, ça démotive les travailleurs. Ça peut mener à une déconcentration, ce qui fait en sorte qu'il peut y avoir plus de blessures, d'accidents de travail, baisse du rendement, hausse d'absentéisme, hausse du roulement ou d'émission. Donc, c'est certainement quelque chose qu'on doit considérer. Ouais, et de quelle façon les gens, je suis certain que là, en vous écoutant, il y a des gens qui se retrouvent en tant peut-être que victimes, mais aussi en tant que personnes qui font subir certaines choses. Et ça, on ne le dira pas, on va peut-être le garder pour nous, mais l'important, c'est d'essayer de changer, de se donner les outils. Est-ce qu'à un moment donné, il faut se dire, de quelle façon je peux arrêter ça ou changer cette façon de faire? Tout à fait, tout à fait. Si je commence au niveau organisationnel, OK, si vous êtes, un gestionnaire ou un dirigeant ou propriétaire d'entreprise, c'est sûr que la base, ça serait d'avoir des lois, des politiques au niveau organisationnel pour arrêter les mauvais comportements. Donc, ce n'est plus acceptable. En fait, les comportements acceptables ne doivent plus se reproduire. Mais vous êtes d'accord avec moi que les lois, les politiques, c'est pas ce qui va encourager les gens à avoir des relations qui sont harmonieuses, qui sont basées sur l'entraide puis la bienveillance, OK? Ça va juste empêcher les mauvais comportements d'avoir lieu. Fait que dans le fond, autant au niveau organisationnel qu'au niveau personnel et professionnel, on devrait encourager, prôner des valeurs dans nos comportements de tous les jours. Des valeurs qui nous amènent à avoir des comportements professionnels responsables. Par exemple, l'intégrité, être authentique, éthique, cohérent dans nos procédures. Le dévouement, être bienveillant avec les autres, généreux, l'audace, avoir le désir de se dépasser, d'être déterminé dans nos tâches. La solidarité, être collégial, respectueux, interdépendant entre collègues, être capable de voir les forces de chacun. Puis, tu sais, on se dit, on se reconnaît peut-être en tant que pollueur. Une des choses, c'est de développer son intelligence émotionnelle, d'être capable de se voir et de voir les autres. Donc, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Un autre terme, là. Hein? Allons-y, développons. OK, on se paye la traite, on y va avec l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, premièrement, il y a tout le côté personnel, donc les compétences personnelles qui est relié à la conscience de soi. Est-ce qu'on est capable d'identifier ses propres émotions, d'identifier ses forces, ses limites, puis d'avoir une évaluation qui est réaliste de nous-mêmes et de développer notre confiance en soi? Ensuite, il y a tout le volet maîtrise de soi. Est-ce qu'on est capable de maîtriser nos impulsions, nos émotions perturbatrices, de suspendre son jugement puis de réfléchir avant d'agir? Donc, c'est tout le contrôle de soi, l'adaptabilité, la confiance professionnelle et personnelle. Et finalement, l'autre volet, c'est le volet de la compétence sociale de l'intelligence émotionnelle. Et ça inclut l'empathie, la capacité de comprendre les émotions des autres. Compréhension des autres, mais oui, être capable de cerner ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, quel impact ça a eu sur les autres, mais aussi de savoir cibler les forces de chaque personne et en fait, les mettre à profit. Donc, les supporter, les stimuler, les réunir. Et finalement, l'autre compétence sociale, c'est l'intelligence sociale. C'est vraiment la compétence de la relation à l'autre, d'établir des réseaux relationnels de qualité. Donc, cette compétence ou cette caractéristique-là de charisme, de capacité à bien communiquer, le leadership, faire de la médiation, être capable de faire de la résolution de conflits, mais douce, là, avec des compétences douces. Être capable de reconnaître l'autre. Cette capacité on a toutes des lunettes, hein? Ça me fait penser, là. On a toutes des lunettes, OK, de différentes couleurs. C'est cette capacité-là à savoir sont quelle couleur nos lunettes, puis cette capacité-là, des fois,
être capable de prendre la lunette de l'autre puis voir sa vision, le comprendre dans sa vision. Et amener ces gens-là à collaborer ensemble au lieu d'être compétitifs puis de vouloir taper l'autre pour se remonter, puis c'est moi le meilleur, puis je prends le crédit pour toute l'équipe. Non, c'est d'arriver à travailler ensemble, en synergie, puis à se propulser les uns les autres, puis à mettre à profit les forces de chacun finalement. Puis je crois que c'est en développant un système de valeurs responsables, comme l'humilité, la solidarité, l'agilité, l'efficacité, puis en développant l'intelligence émotionnelle qu'on arrive à créer des relations harmonieuses. Madame Demers, merci pour ce vent de fraîcheur. Message reçu. Merci beaucoup à vous. Ça me fait plaisir.